On continue. Donc, concernant les données de la littérature, comme on l'a dit, euh, certaines, certaines disciplines médicales, certaines pathologies seront évoquées, mais à d'autres dates, pour des raisons de logistique, d'absence. Donc, on complétera ces différentes données, notamment sclérose en plaques, soins de support aussi. Et là, on souhaitait évoquer avec vous des notions de réglementation, de législation, parce que finalement, c'est important aussi de contextualiser sur ce plan-là, aussi bien sur le plan français qu'international, concernant l'usage de ce cannabis à visée thérapeutique. Euh, on a perdu Nathalie, Émilie, on continue. On fait ce qu'on veut. Hein. Voilà, et bien on y va alors. Merci Aldine. Donc effectivement, je vais vous présenter un panorama de la situation réglementaire au niveau national et international sur le cannabis thérapeutique. Effectivement, depuis une dizaine d'années, on voit on voit apparaître un intérêt croissant sur justement les indications multiples que peut avoir le cannabis thérapeutique, avec des pays qui autorisent cette utilisation, avec des lois, des règlements et des modalités qui sont très hétérogènes d'un pays à l'autre. Donc avant de parler de cette réglementation, on va faire un point sur les produits qui sont disponibles à base de cannabis. Donc tout d'abord, la plante contient plus d'une centaine de cannabinoïdes. Les plus étudiés sont bien sûr le THC et le cannabidiol. Ensuite, il faut distinguer deux types de produits, les médicaments qui contiennent des cannabinoïdes et qui ont une autorisation de mise sur le marché, des préparations de cannabis qui sont obtenues à partir de la plante Cannabis sativa, mais qui n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché. Ça peut être par exemple des parties de plantes, des fleurs séchées ou de l'huile extraite à partir du cannabis. Le tableau que vous voyez là récapitule les différents produits, donc aussi bien les médicaments. Il y a des médicaments qui sont commercialisés qui contiennent du dronabinol, donc du delta 9 THC de synthèse. Il s'agit du marinol et du syndrose. Il y a des médicaments contenant du nabilone, c'est le sésamètre et le canémès. Bien sûr le Stativex qui contient du THC et du CBD, du cannabidiol. Et enfin l'Epidiolex qui contient du cannabidiol. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a les préparations de cannabis. Donc ça peut être la plante, le cannabis brut, des préparations magistrales, donc de l'huile de cannabis. Et il existe aussi des préparations de cannabis semi-industrielles ou standardisées qui sont produites aux Pays-Bas avec des taux de THC et de CBD fixes à base de fleurs séchées qui sont toute la gamme Bedrocan que vous voyez là. Concernant la réglementation internationale, tout d'abord pour rappeler le contexte, toute la réglementation relative aux stupéfiants et aux psychotropes au niveau international découle de 3 conventions. La convention de 1961 sur les stupéfiants, de 71 sur les psychotropes et de 88 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Ces 3 conventions ont vraiment pour but, par le biais d'une intervention internationale coordonnée, de limiter toutes les activités relatives aux stupéfiants et psychotropes à des fins médicales et scientifiques et bien sûr d'éviter le trafic. Et du coup, dans cette convention de 1961, toutes les mesures et les exigences que les États ou les autorités nationales compétentes souhaitant mettre en place le cannabis médical sont décrites. Il y a des exigences qui sont communes à tous les stupéfiants, c'est-à-dire la transmission de certaines données à l'organe international de contrôle des stupéfiants, donc l'OICS. Pour rappel, c'est un organe qui est quasi judiciaire, qui est indépendant et qui se charge de veiller à l'application des conventions par tous les États signataires de cette convention. C'est à peu près 95% des États de l'ONU. Donc, concernant les stupéfiants, les États sont obligés de transmettre certaines données à l'organe. C'est les données d'estimation de consommation et des besoins du cannabis, toutes les données de consommation, de stock, tout ce qui est relatif à l'import-export, et bien sûr de soumettre aussi, de contrôler l'importation et l'exportation de ces produits via un système d'autorisation préalable. Juste pour préciser que l'autorité nationale qui est décrite par Aldine, en France, c'est l'ANSM justement. Donc c'est l'ANSM qui au niveau du pôle stupéfiant psychotrope de la direction, qui est justement en lien avec l'OICS pour justement fournir toutes ces données à l'organe et à l'ONU. Et d'ailleurs, nous participons tous les ans à la commission des stupéfiants de Vienne, à ce titre.
Du coup, pareil, ces conventions prévoient que si un État veut mettre en place la culture de cannabis, il doit y répondre à certaines exigences. Donc, du coup, d'estimer les zones et les parcelles géographiques pour cette culture et de mettre en place une agence du cannabis qui aurait comme pour objectif de vraiment réguler cette culture en définissant les zones et parcelles et aussi en mettant au préalable un système d'autorisation pour que tous les opérateurs souhaitant cultiver soient autorisés au préalable par l'autorité compétente. Juste aussi une parenthèse, vraiment c'est aussi pour vous informer, en France, donc je pense que je ne sais pas si vous le savez, mais on est pays producteur d'opiacés. Et à ce titre, effectivement, donc c'est Francopia qui est donc une filiale de Sanofi qui produit et qui cultive le pavot en France, et c'est l'agence aussi qui est chargée de contrôler toutes les productions et toutes les importations, les exportations. Donc ça, c'était ce que prévoyaient les conventions sur la mise en place de l'usage du cannabis médical. Il faut rappeler aussi le statut réglementaire du cannabis au niveau international. Le cannabis, ses extraits et les résines sont inscrits sur la liste des stupéfiants, alors que le delta-9-THC est inscrit sur la liste des psychotropes. Donc le cannabis est inscrit sur la liste des stupéfiants et sur le tableau 1 et 4, qui correspond aux substances susceptibles de conduire à des abus et de produire des effets nocifs importants, comme par exemple, dans le même tableau, il y a les dérivés opioïdes, des fentanyls, l'héroïne. Ce qu'il faut noter, c'est qu'ils sont inscrits au tableau 1 et 4, et le tableau 4, ça reprend les substances du tableau 1, mais qui n'ont pas d'effets thérapeutiques notables, qui ne sont pas reconnus avoir une indication thérapeutique. Concernant le delta-9-THC, il est donc inscrit sur le tableau 2 de la liste des psychotropes, qui correspond aux substances ayant un potentiel d'abus présentant un risque sérieux pour la santé publique et une valeur thérapeutique faible à moyenne. Pour resituer, dans ce même tableau, il y a les amphétamines et par exemple le méthylphénidate aussi. Je vous rappelle, ces modalités de classement sont en discussion au niveau international actuellement, puisque lors de du 40e comité de l'OMS des experts sur la pharmacodépendance, cette session était dédiée à l'examen du cannabis et ses dérivés. Donc, pour rappel aussi, au niveau international, c'est l'OMS qui évalue le potentiel d'abus et de dépendance des produits, qui propose un classement à la Commission des stupéfiants de l'ONU pour entériner ce classement. Il n'y a pas de classement sans évaluation au préalable par ce comité d'experts de l'OMS. Cette expertise se base sur des critères bien définis, pharmacologiques, toxicologiques, des utilisations thérapeutiques, du trafic, etc. Et se passe en 2 temps, un examen préalable et ensuite un examen critique si l'examen préalable a montré qu'un classement était possible. Je vous dis ça parce que justement au sein de ce 40e comité, il y a eu les examens préalables du cannabis et de ses dérivés qui a eu lieu. Et du coup, je vais vous présenter les principales conclusions. Au niveau de la plante et de la résine de cannabis, il a été conclu qu'il ne présentait pas d'effets nocifs semblables à ceux des autres substances inscrites sur ce tableau 4, comme je vous ai cité l'héroïne ou autre. Et du coup, ils ont demandé qu'il y ait un examen critique qui soit fait lors de la prochaine session, qui aura lieu en novembre 2018, et où sera discuté le bien fondé de ce classement sur ces 2 tableaux de 1961, de la Convention de 1961. Concernant les extraits et les teintures de cannabis, ce qui a été conclu, c'est que ça regroupait des formulations très diverses, des produits très divers, avec des concentrations en cannabinoïdes pas forcément les mêmes et donc pas les mêmes propriétés psychoactives. La même chose, ils ont demandé qu'un examen critique soit mis en place et seront discutés le bien fondé de continuer à garder cette nomenclature d'extraits et teintures de cannabis. Concernant le delta-9-THC, donc bien sûr c'était le principal composant psychoactif du cannabis, et du coup il a été conclu que son potentiel de dépendance et du risque d'abus était semblable au cannabis qui lui est inscrit sur la Convention de 1961. Donc là encore, un examen critique a été demandé pour discuter justement du bien fondé de ce classement sur la liste des psychotropes de 1971. Et enfin, il y a eu des discussions sur les isomères du THC, puisqu'il y en a 6 qui sont inscrits sur la liste de 1971, et rien n'indique qu'ils soient ou puissent être utilisés abusivement de façon à représenter un risque pour la santé publique. Et là encore, ils nous ont demandé un examen critique pour discuter de la pertinence de les maintenir sur
la Convention de 1971. Maintenant, on va faire un point sur la réglementation actuelle du cannabis en France. Du coup, pour rappel, le cannabis en France est classé stupéfiant, comme le Delta 9 THC, sur l'arrêté du 22 février 1990. En plus de cela, il y a un article du Code de la santé publique, l'article R5132-86, qui prévoit que toutes les activités relatives au cannabis, à sa plante, à sa résine, des produits qui en contiennent ou ceux qui sont obtenus à partir du cannabis sont interdites. Il existe par contre des dérogations à ce principe d'interdiction qui peuvent être octroyées par le directeur général de l'agence, mais uniquement à des fins de recherche, de fabrication de dérivés ou de contrôle. À titre d'exemple, des dérogations ont pu être octroyées pour la mise en place d'essais cliniques concernant le cannabis, par exemple l'impact du cannabis sur la conduite automobile. Par ailleurs, en 2013, une modification de la réglementation a eu lieu aussi sur le cannabis afin de permettre que des médicaments contenant du cannabis puissent être commercialisés en France dès lors qu'ils possèdent une AMM au niveau français ou une AMM délivrée par l'Union européenne. Du coup, toutes les opérations relatives à ces spécialités de fabrication, de distribution sont désormais autorisées. C'est juste par rapport au Sativex, c'est à la suite de donc, cette modification réglementaire qu'on a pu examiner et donner une autorisation de mise sur le marché pour le Sativex en 2014. Voilà. Mais bien sûr de rappeler que actuellement, l'utilisation thérapeutique du cannabis plante ou de préparation magistrale reste toujours interdite en France. Donc ça veut dire que si le cannabis est utilisé à des fins thérapeutiques et généralisées, il y aura des modifications réglementaires importantes qui seront bien sûr nécessaires au niveau du Code de la santé publique notamment. Pour refaire un point sur la situation en France, je ne sais pas si ça a été fait. Actuellement, il y a un seul médicament qui dispose d'une AMM en France, c'est donc le Sativex. Ça a été déjà fait, c'est ça? Ok. Après, des médicaments en cours d'évaluation au niveau européen, l'Epidiolex et le Canemes. Et il y a la délivrance actuellement en France d'ATU, d'autorisation temporaire d'utilisation nominative pour le Manrinol, qui ont été octroyés dans les indications d'un douleur neuropathique sévère d'origine centrale. Alors juste une précision, on avait justement sollicité cet été la SFETD par rapport donc aux indications potentielles du Marinol en ATU. C'est vrai que je pense que vous pouvez peut-être nous faire un retour là-dessus, mais concernant le Marinol, donc vous avez souhaité, en tous les cas la SFETD a souhaité que potentiellement le Marinol puisse être utilisé dans l'ensemble des douleurs neuropathiques, c'est bien ça, hein? Ok. Oui. Bon, là, c'est pas sur les cannabis, c'est sur le Marinol, on va dire. Eh bien, effectivement, on avait donc le recul maintenant d'au moins 2 ans sur l'utilisation du Marinol dans les douleurs neuropathiques centrales. Effectivement, il y a eu certains cas où les dérives, la situation a fait que ce n'était pas seulement dans des douleurs neuropathiques d'origine centrale que ça a été utilisé. On a un recul d'utilisation qui montre une relative sécurité d'emploi. Il n'y a pas eu, je dirais, d'accidents médicamenteux et de problèmes liés à l'utilisation du Marinol. Et c'est une utilisation qui reste assez modeste pour l'instant, qui a été très bien contrôlée. Et donc on s'est positionné, nous, SFETD, pour la poursuite de cette ATU avec l'extension à toutes les douleurs neuropathiques sévères, réfractaires, qui justifient les consultations dans nos centres de la douleur. Du coup, pour maintenant faire un point sur la situation en Europe et ailleurs dans le monde, le premier pays qui a autorisé l'utilisation du cannabis thérapeutique, c'est le Canada en 2001. Ensuite, on suivi un certain nombre de pays. Aujourd'hui, plus d'une trentaine de pays autorisent l'utilisation du cannabis thérapeutique, après sous différentes formes et de façon plus ou moins restrictive. Il faut bien différencier les pays autorisant l'utilisation de la plante cannabis, voire de la culture, de ceux autorisant l'utilisation de médicaments contenant des cannabinoïdes. Donc là, dans l'espace économique européen, avec la Suisse bien sûr, il y a 23 pays qui ont autorisé des médicaments à base de cannabinoïdes, vous voyez. Il y a 15 autres pays qui ont autorisé l'utilisation médicale du cannabis sous une autre forme que des médicaments avec AMM. 6 de ces pays présentent une réglementation vraiment spécifique. Les Pays-Bas, l'Allemagne, la République tchèque, l'Italie, la Croatie et la Pologne. Parmi ces pays, il y en a 3 qui autorisent la culture,
la République tchèque, l'Italie et bien sûr les Pays-Bas. L'Allemagne va bientôt autoriser la culture. Et sinon, pour les autres pays, l'importation des produits se fait auprès du Canada et des Pays-Bas. Il y a 8 pays qui prévoient des cadres un peu plus spécifiques et spéciaux pour octroyer cet usage médical ou un usage compassionnel ou exceptionnel. Et souvent, dans ces cas, la délivrance se fait au cas par cas et une autorisation est demandée auprès des autorités compétentes. Je reviendrai cet après-midi, parce que là, en fait, ce que présente Aldine, ça a été fait au vu de données de la littérature, mais également d'un questionnaire en fait, qu'on a fait parvenir à nos homologues européens. Donc je reviendrai cet après-midi sur justement, en particulier, les indications dans lesquelles les différents pays utilisent le cannabis thérapeutique. Donc là, c'est une première approche plus réglementaire. Mais donc cet après-midi, ça sera un peu plus développé par rapport au retour du questionnaire qu'on a eu, qui n'est pas encore complet, mais en tous les cas partiel. Voilà. Et il y a un pays, le Danemark, qui, lui, depuis cette année, a mis en place un programme pilote d'une durée de 4 ans, de 2018 à 2021, justement pour mettre en place l'utilisation du cannabis thérapeutique. Et pareil, les produits proviendront des Pays-Bas ou du Canada. On sait aussi qu'il y a 2 pays actuellement qui ont mis en place une nouvelle réglementation, c'est la Slovénie et la Grèce. Et le Royaume-Uni est un peu dans notre cas, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion en cours sur la mise en place du cannabis thérapeutique. On sait aussi qu'il y a certains pays où il n'y a pas du tout de cannabis thérapeutique. C'est par exemple la Lituanie, la Lettonie, Luxembourg, le Portugal, la Belgique. Voilà. Après, pour d'autres pays, on n'a pas eu toutes les informations. Donc on ne peut pas tout dire, mais voilà à peu près les informations. Et au niveau international, pareil, je resterai vague parce que je sais qu'il y a les autorités canadiennes qui vont présenter leur système cet après-midi et vous aurez un point sur l'Amérique latine aussi. Mais au niveau du cannabis médical, il est autorisé au Canada, dans 29 États et districts de Columbia des États-Unis, en Israël, en Australie et en Amérique latine, mais vous verrez ça de façon plus précise, en Uruguay, au Chili, en Colombie, en Argentine, au Mexique et au Pérou. Donc voilà à peu près. Merci beaucoup Aldine pour ce panorama législatif et réglementaire concernant le cannabis et cannabinoïdes, extraits du cannabis. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Oui, Serge Perrault. Question sur quelque chose qui a été éphémère mais qui a occupé un petit peu la presse, là, le cannabidiol et ces coffee shops avec uniquement ce dérivé. Est-ce que vous pouvez nous préciser où en est maintenant la législation? J'avais 1 minute 30. Effectivement, donc le cannabidiol actuellement, il rentre dans vu que c'est un produit, c'est ce que j'ai expliqué sur la réglementation, l'article R5132-86, c'est-à-dire que tous les produits extraits du cannabis en France sont interdits. Donc le cannabidiol qui est extrait du cannabis est interdit. Et en plus, il faut savoir que dans les produits parce qu'il est extrait déjà à partir du cannabis et qu'en plus, il y a souvent dans ces produits-là, si on parle des produits, je pense, de consommation, qu'il y a actuellement, il y a des traces de THC, donc stupéfiants, donc interdits. Pour résumer. Parce qu'il y a du THC ou parce que c'est extrait ou parce que... Non, les deux. Voilà, c'est cumulatif. C'est le 51-32-86, pardon. C'est pour ça que je l'ai bien écrit sur le 86. Toute activité est interdite relative au cannabis, sa plante et sa résine, des produits en contenant ou des produits obtenus à partir de la plante, du cannabis et de la résine. C'est bien. C'est interdit, voilà. Un certain nombre de patients se le procurent. Hein. Il s'est dit beaucoup de choses sur le CBD de toute façon, et c'est vrai que, alors on a aussi dans ce groupe, c'est vrai qu'on a vraiment séparé la problématique CBD qui est traitée par ailleurs, parce que c'est vrai qu'on a plus la problématique des coffee shops. On sait également qu'il y a des allégations qui sont faites pour le CBD qui nous posent aussi problème. Bon, c'est vrai que là on vraiment différencie les deux choses, mais c'est vrai que de toute façon ça rentre aussi dans le débat, on est d'accord. Oui, Georges Brousse. Oui, pour rebondir sur cette question, je pense que ça sera compliqué de séparer le CBD pour la raison qui vient d'être évoquée, parce que je pense qu'il y a beaucoup de patients qui consomment du cannabis et dont on ne sait pas pour quelle raison ils les consomment, s'ils les consomment pour l'aspect effet du CBD ou effet du THC. Premier aspect. Il y a beaucoup de patients, on en voit de plus en plus, qui se procurent du CBD dans des coffee shops ou par Internet
en décrivant un effet qu'ils ressentent. Alors moi, c'est pour des effets à la fois d'apaisement, d'effets de substitution, et ce qu'a dit tout à l'heure Marie-Geoffrey Roustide est important sur les aspects thérapeutiques et du côté de la substitution opiacée, ou en tout cas ou dans le syndrome de stress post-traumatique notamment. Alors j'avais une question, est-ce qu'on a une idée de ce qui est financé en France comme recherche justement sur le cannabis thérapeutique, d'une part THC, ou d'autre part cannabidiol, quels sont les financements, qui fait de la recherche, est-ce qu'on a des données là-dessus? Il y a eu des essais cliniques effectivement sur le cannabis dans la conduite automobile, dans d'autres domaines. Il y a eu des essais cliniques aussi avec du CBD dans le traitement des crises liées au syndrome de Dravet et de Lennox-Gastaut. Après, cadre de l'autorisation mise sur le marché d'épidiolex. Oui, bien sûr, mais c'est des essais cliniques qui ont lieu, c'est des recherches sur le CBD. Donc il y a des médicaments qui sont... l'épidiolex, c'est un médicament qui a obtenu son AMM à la FDA aux États-Unis et là qui est en cours d'évaluation en Europe. Donc il y a des essais qui ont lieu. Je n'ai pas d'état précis. Il n'y en a pas, je ne pense pas effectivement beaucoup, parce qu'ils seraient tous autorisés, mais ce n'est pas interdit en tout cas. Voilà. C'est vrai que la seule étude, la vraie étude entre guillemets avec le cannabis, c'était effectivement l'étude qui a été faite par rapport au risque sur la conduite automobile. C'est vrai qu'un essai thérapeutique sur le cannabis lui-même pour des bénéfices particuliers, à ma connaissance, il n'y en a pas. Mais si on trouve des sous, on peut en faire un. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Ou on libère Aldine peut-être? Enfin, ou elle peut venir ou elle reste là? En fait, je vais faire... Sur la pharmacopée, on dit à Aldine de rester là ou pas? Pas forcément. Non, mais c'est... Oh, ben non, mais... S'il n'y a pas de questions après pour Aldine, peut-être qu'elle peut... Oui, très bien. Merci Aldine. Merci Alice. Et donc, Nathalie Richard souhaitait compléter ces données-là avec des données concernant plus spécifiquement la pharmacopée. En fait, je me fais le porte-parole d'une personne qui n'a pas pu être présente aujourd'hui et qui est en charge notamment des plantes et de la pharmacopée au niveau de la NSM. Et c'est juste en fait pour vous préciser qu'un certain nombre de travaux au niveau européen sont faits justement sur les monographies concernant les monographies du cannabis à la pharmacopée, donc la pharmacopée européenne. Et donc, juste première diapositive. Ah, non, j'ai plus rien. j'ai plus rien là. Bon, alors, juste que... Non, c'est pas très grave. Donc, le cannabis rentre dans le programme de travail de la pharmacopée européenne. Donc ça, c'est suite à une réunion qui a eu lieu... Merci. Une réunion en 2015 qui a eu lieu donc au niveau des autorités nationales de pharmacopée, donc l'ensemble de l'Union européenne. Donc c'était une demande de la Croatie et de la République tchèque pour introduire le cannabis dans la pharmacopée européenne. Donc on va pas revenir dessus, mais donc le cannabis avec usage médical est autorisé dans certains pays européens, notamment les Pays-Bas, l'Allemagne, la République tchèque, l'Espagne et la Croatie. Alors l'Espagne, moi j'ai un peu plus de doutes parce que c'est vrai que l'Espagne c'est pas aussi clair que ça. Ça c'est une parenthèse, mais en tous les cas les autorités espagnoles nous ont répondu que dans leur pays il n'y avait pas de cannabis thérapeutique. Voilà, donc je pense qu'il y a une histoire de Catalogne aussi avec oui, c'est ça. Donc une enquête publique a été menée auprès des autorités nationales de la pharmacopée. Et donc les pays se sont mis d'accord pour élaborer une monographie de la plante. Et donc le cannabis a été ajouté dans le programme de travail de la pharmacopée européenne. Merci. Alors, l'intérêt d'une monographie, donc c'est extrêmement important et c'est d'autant plus important dans les travaux qui sont, dans les travaux aussi dans l'évaluation et dans les, ça prend une part importante justement par rapport à la suite des événements, si je puis dire, concernant la possibilité de mettre en place du cannabis thérapeutique. Donc la monographie permettra de décrire le cannabis utilisé en thérapeutique.
la plante aura un référentiel, et ça c'est extrêmement important, qui permettra de contrôler la qualité, d'éviter les falsifications, de limiter et de doser les teneurs en substances actives. Donc ça c'est vraiment un élément extrêmement important par rapport au cannabis et qui pourrait être utilisé en thérapeutique. Une monographie permet de garantir la qualité de la plante pour la fabrication de médicaments et pour l'utilisation à visée thérapeutique de la plante dans les pays qui l'autorisent. Donc effectivement, une initiative de l'Union européenne et de la pharmacopée européenne extrêmement importante par rapport au cannabis thérapeutique. Alors, le début des travaux, c'était donc fin 2016, et donc les deux pays qui ont été très impliqués, c'était l'Allemagne et les Pays-Bas. Alors, où en est-on ? Donc, on a de très nombreuses variétés de cannabis qui sont sur le marché, qui ont des teneurs très différentes en cannabinoïdes. Et donc, cela nécessite vraiment de cibler le cannabis, enfin les plantes de cannabis et les espèces de cannabis à visée thérapeutique, donc très riches en THC et en CBD, qui sont les deux principes actifs principaux. Donc, la pharmacopée part sur le classement en 3 catégories en fonction des teneurs en THC et en CBD, qui sont les substances les plus actives. Donc, il y a un certain nombre d'analyses qui sont faites, et notamment en chromatographie liquide sur couche mince haute performance. Donc, ça, c'est un détail hyper technique, on verra après, je pense. Et donc, en conclusion, et je pense qu'on en reparlera, et on en reparlera peut-être dans un deuxième temps, quand on aura un peu avancé les travaux. En tous les cas, concernant la pharmacopée européenne, il y a de nombreux travaux à finaliser, donc qui devront permettre l'analyse des échantillons selon les méthodes qui ont été retenues. Également, donc, il faut définir les substances de référence pour vérifier les contrôles, pour vérifier les teneurs en THC, en CBD. Il faut également choisir les composés analysés, valider les méthodes. Et donc, le projet devrait être finalisé au niveau de la pharmacopée européenne en 2019. Et donc, ça on l'a vu avant, oui, donc les extraits de cannabis également sont rentrés dans le programme de travail en 2018. Voilà. Donc là, c'était une parenthèse, juste en fait pour quand même préciser que tous les travaux, enfin concernant le cannabis thérapeutique, on va le voir après, beaucoup de pays se sont impliqués par rapport au cannabis thérapeutique, que également, c'est important également que la pharmacopée européenne prenne en charge ce sujet-là, notamment par rapport à la qualité du cannabis qui peut être utilisé. Merci.